De quoi s'agissait-il? Et c'est ici que je rentre dans un peu de technique. Les monnaies, pour frapper une monnaie, il vous faut du métal, bien sûr. Chaque monnaie est d'abord un flanc, c'est-à-dire une pastille d'argent, d'or, de bronze. Et le flanc, c'est important. C'est ce qui va prendre le plus de temps à préparer, parce qu'il faut être sûr qu'il y ait ce flanc, cette petite pastille de métal, et deux choses. Le bon poids, et le poids doit être très calibré. Il y a des limites de tolérance qui sont très faibles. Dès l'Antiquité, ça se joue à quelques centigrammes près. Il pouvait calibrer, soit Alexandre le Grand calibrait à 5 centigrammes près la production, donc c'est extraordinairement... nos modernes n'y arrivent pas toujours, hein, et certainement pas ceux qui essayent de faire de l'expérimentation, de la simulation, pour qui ça reste encore un mystère. Et puis il faut aussi qu'elle ait le bon titre, le bon aloi, la bonne composition métallique. Si c'est de l'argent pur intentionnellement, il y a toujours des éléments en trace, bien entendu, ou bien si on a bidouillé un peu les affaires en ajoutant du plomb, du cuivre à des monnaies d'argent. Donc il faut, le flanc, c'est ce qui prend le plus de temps à préparer. Et puis une fois qu'on a ce flanc, cette lentille de métal, on va l'introduire entre deux matrices en négatif, qu'on appelle les coins monétaires. Il y a le coin de droit, c'est celui qui ne bouge pas, qui est en dessous, à qui on demande surtout de ne pas bouger, donc de subir le choc, et donc on l'enchâsse dans une enclume. Et puis il y a le coin de revers, qui est tenu à la main, enfin, ça dépend. Et c'est sur ce coin de revers qu'on va frapper, donner le coup de marteau, qui est sans doute une masse avec un manche assez long, et dès lors, c'est pas la même personne qui tient la masse et qui tient le coin de revers, et dès lors, si c'est comme au golf et qu'il faut viser juste avec une masse assez longue, il est probable qu'il n'y a pas une main qui tient le coin de revers, mais des tenailles, mais je chipote. Le fait est que ces coins, de droit en dessous et de revers au-dessus, vont s'user, comme tout objet industriel, utilisé de façon industrielle. Mais ils ne vont pas s'user dans la même vitesse. Enfin, il y a toujours c'est un processus avec, on peut avoir des tas de variations possibles, mais d'une façon générale, les coins, le coin de droit et le coin de revers, ne vont pas s'user à la même vitesse, puisque le coin de droit est protégé par le flanc qui amortit le coup. Le coin de revers est tenu à la main, donc il n'est pas exactement toujours présenté dans le même plan, toujours perpendiculaire au flanc. Très bien. Alors ça a été une révolution quand les gens se sont aperçus de ça, c'était il y a plus d'un siècle, on a fait des études de coins. Et le premier objectif d'une étude de coins, c'était d'établir une séquence. Pouvoir dire que tel coin de droit venait avant l'autre, parce qu'ils sont liés par l'air vert, et que dès lors, ils sont proches dans le temps, forcément, et puis vous pouvez voir les dégradations à l'intérieur. C'est de la technique monétaire. Les numismates sont devenus de virtuoses de cela. Mais il y a mieux, on peut tâcher, à partir de ces coins, d'essayer de définir en deux temps. Un, le nombre originel de coins. Je veux dire par là que le grand jeu de numismate, quand il s'intéresse à une émission monétaire, c'est de rassembler le plus grand matériel possible. C'est comme Napoléon le disait, c'est les gros bataillons qui font les belles victoires. Eh bien là aussi, en histoire de façon générale aussi, quand vous avez le spectre plus large, que vous avez plus de documentation, vous êtes mieux armé pour pouvoir tenir des propos valides, bien entendu. Donc le premier point consiste à réunir le plus grand échantillon possible. Ensuite de quoi, vous examinez, alors là c'est le jeu des 7 erreurs, vous examinez combien il y a de coins de droit, vous ramassez 1000 pièces, et vous apercevez qu'il y a 50 coins de droit. Ça veut dire que chaque coin de droit est représenté en moyenne par 20 pièces. Les chances qu'il y ait eu à l'origine beaucoup plus de coins sont faibles. Si vous avez 20 pièces par coin, et que vous avez 20 coins, j'ai dit, eh bien, peut-être qu'à l'origine il y en avait 22, 23, 24, mais pas 60 et encore moins 220. Par contre, si vous ramassez 1000 pièces et que vous, après avoir fait une étude de coins, vous apercevez qu'il y a 800 coins différents, alors là, vous êtes moins bien parti. Enfin, c'est-à-dire que la certitude demeure beaucoup, beaucoup plus large. Et il se trouve qu'il y a aujourd'hui sur le marché une vingtaine de formules différentes, mises au point par des statisticiens frottés d'histoires anciennes et qui ont eu la gentillesse de s'intéresser à nos problèmes, parce qu'ils les considéraient comme importants, et qui ont mis au point des formules, des calculs du calcul de probabilité, permettant, à partir de la structure de ces échantillons, on varie, on peut voir quel est le nombre de coins représentés par un seul exemplaire, par 2 exemplaires, etc. On étudie les distributions, et ça vous donne une chose qui est très importante, c'est le nombre originel de coins. C'est déjà pas mal de savoir de pouvoir comparer toutes les productions, par exemple, du monde grec ou du monde romain, et de dire, ben voilà, pour cette telle production, il y avait sans doute au départ, il y a eu 200 coins, 150 coins, 40 coins, etc. Vous êtes à la moitié du chemin.
Parce que ce que l'historien va vraiment vouloir, c'est de pouvoir non pas avoir des nombres relatifs et proportionnels de coins, enfin des nombres de coins, il va vouloir avoir le nombre de monnaies, qui lui va permettre de pouvoir transcrire ce nombre de coins dans des valeurs, et donc la capacité pour un roi à payer ses armées, une cité à acheter du blé, que sais-je. Et là, c'est plus difficile. Là, c'est vraiment plus difficile, et on sait beaucoup... il y a eu, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, dans les années 80, l'incrédulité la plus importante régnait. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il n'était pas capable... que les formules de probabilité, les calculs de probabilité ne permettaient difficilement d'atteindre la première étape, le nombre originel de coins, mais alors surtout de pouvoir définir le nombre moyen de pièces frappées par coin, alors là, on pouvait oublier. Et bien sûr, on peut faire un catalogue des raisons qui font que ça a dû varier. Et que, après tout, un coin ayant servi à frapper de l'or ne devait pas avoir la même productivité moyenne qu'un coin ayant servi à frapper de l'argent ou du bronze, parce qu'il y a de la dureté de métal différente, enfin, la malléabilité est très différente. Toute une série de considérations dans ce sens. Il n'en reste pas moins que quand on compare dans la circulation les trésors, et on a des milliers de trésors, on a... plus de 5000 trésors pour les monnaies grecques, on en a des dizaines et des dizaines de milliers pour le monde romain. Quand on compare l'importance de ces coins tels que l'étude de probabilité nous les donne et l'importance des monnaillages dans les trésors, ça marche. On n'a pas de contre-exemple. Donc, il semblerait qu'en dépit de tous les caveats, de toutes les mises en garde, la productivité moyenne des coins était plus ou moins la même. Et puis c'est là, moi, vous savez, l'histoire, c'est comme... Enfin, je ne conçois pas cette profession-là, cette passion-là différemment d'une autre métier. Si vous voulez arracher des petits secrets, aller plus loin, il faut y aller en boxeur, il faut trouver l'angle. C'est-à-dire, il faut varier les angles jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que vous vous dites, tiens, là j'arrive à quelque chose pour lequel il serait bien extraordinaire que ça ne soit pas comme cela. Et ici, une étude... oui, qui m'a satisfait, menée il y a une dizaine d'années, c'était de faire un raisonnement par l'absurde. C'était de calculer les taux de survie à travers toute l'histoire monétaire. Évidemment que pour connaître le taux de survie, il faut connaître deux choses. Le nombre de monnaies qui a été frappées au départ et le nombre qui subsiste aujourd'hui. Alors pour la période antique, vous pouvez dire qu'au départ, vous connaissez ni l'un ni l'autre. Donc c'est un calcul qui paraît dingue. Pour la période moderne, vous pouvez avoir des idées. Et on peut, pour le 19e siècle, pour le 18e siècle, on peut montrer que pour le 18e siècle, pour les écus français du 18e siècle, qui était la grosse monnaie sous Louis XV, Louis XVI, on possède encore aujourd'hui une monnaie sur 2000. Une monnaie sur 3000. Pour le Moyen-Âge, on peut montrer qu'on possède une monnaie sur 5000, une monnaie sur 10 000. Parfois, il peut y avoir des cas où on possède une monnaie sur 1000. Enfin, c'est ça, cet ordre-là. Or, si vous postulez pour l'Antiquité, vous réunissez un échantillon, vous avez 100 pièces, vous avez 10 coins. Votre nombre original de coins vous dit que vous avez, avec 10, vous avez quelque chose comme 12 ou 13 coins qui ont été frappés à l'origine. Et vous avez vos 100 pièces. Ça veut dire que pour chaque coin, il y avait 8 pièces en moyenne frappées. On est d'accord. Si vous pensez que chaque coin pouvait frapper 8000 monnaies, et qu'il vous en reste 8, c'est qu'il vous en reste 1 sur 1000. Mais souvent, on est dans des cas beaucoup plus flagrants encore, où on a 30 monnaies par coin, et donc ça vous amènerait à avoir des valeurs comme il vous resterait une monnaie sur 300. Ce serait bien extraordinaire que l'on ait conservé beaucoup plus proportionnellement de monnaie grecque que de monnaie française du XVIIIe siècle ou de monnaie médiévale. Les monnaies médiévales sont peut-être un peu différentes, mais en tous les cas, les monnaies françaises du XVIIIe siècle. Et dès lors, vous n'avez pas tellement d'autre choix que de pousser vers le haut, mais nous avons heureusement toute une série d'autres éléments convergents qui vont dans ce sens-là, la productivité moyenne. Et la productivité moyenne, elle s'établit de l'ordre de quelque chose comme 20 000 monnaies par coin. Alors, ce qui est très difficile, ça c'est important, ce qui est très difficile à faire passer en sciences humaines, où les collègues ont une formation au nombre qui est celle de leurs études, c'est-à-dire aux mathématiques. Et quand je dis aux mathématiques, c'est une formation faible aux mathématiques, c'est une formation qui est essentiellement à l'arithmétique, c'est-à-dire au nombre droit. Mais pas du tout une formation au calcul de probabilité. Et dès lors, il y a eu tout un travail, ça a pris du temps, et encore aujourd'hui, je n'ai pas convaincu absolument tout le monde, mais
voilà, c'est pas grave. Maintenant, je pense que la caravane est passée et on continuera sans ceux qui doutent. Pour beaucoup, l'idée que si c'est pas juste, alors c'est faux. On est dans un mode binaire. Or, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Moi, en proposant 20 000 monnaies par coin, l'idée, c'est que ce que je pense, c'est que ce nombre-là est le plus proche, c'est ma meilleure hypothèse de travail, ma best guess, mais on peut le multiplier ou le diviser à la limite par 2. C'est peut-être 40 000, c'est peut-être 10 000, je ne sais pas. Et au détail, ça peut être... bien sûr que les choses ont pu être différentes, qu'il y a de la flexibilité. Mais pas par 3. Pas 60 000 ou 13 000. 60 000, c'est beaucoup trop, et 13 000, c'est trop peu. Et donc, on a une incertitude qui va de 1 à 4. Vous dites 20 000, ça peut être 10 000, ça peut être 40 000, c'est de 1 à 4. Est-ce que c'est acceptable comme incertitude ? Ben oui, dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Après tout, quand les spécialistes, le GIEC, fait des prévisions sur le climat dans un siècle, eh bien on va de 1,5 à 6 degrés supplémentaires. On est dans la fourchette 1 à 4, comme cela. Et personne ne pense que c'est sot de faire de ce genre de projection.